Ici, nous avons le tableau périodique des éléments avec absolument tout représenté. Nous allons nous intéresser maintenant uniquement aux métaux, c'est-à-dire maintenant tous les éléments qui sont ici en surbrillance, mis à part ceux qui sont entourés en haut à droite par un carré blanc. Ceux-là sont les métalloïdes, on ne va pas s'y intéresser maintenant, uniquement à tous les autres métaux. Les métaux sont liés entre eux par ce qu'on appelle la liaison métallique. Donc nous avions vu qu'il existe la liaison ionique, il existe la liaison covalente, mais dans le cas particulier des métaux, ce sera la liaison métallique. Alors cette liaison est un tout petit peu particulière. Dans le cas de la liaison ionique, nous avions vu qu'un électron va être arraché à un élément et un autre élément va prendre cet électron-là. Dans le cas de la liaison covalente, les électrons seront équitablement partagés entre les deux éléments, typiquement des non-métaux. Et dans le cadre de la liaison métallique, les électrons seront plutôt lâches. Alors disons que si on a ici un atome métallique, on va considérer du sodium, par exemple. Voilà. Donc le sodium, pour symbole Na, et sa configuration électronique est K2, L8, M1. Donc les électrons qui vont nous intéresser ici sont ceux de la couche M. Il n'y en a qu'un seul, on va le représenter en rouge. Donc il y a un électron pour cet atome de sodium, un pour celui-ci, un pour celui-ci, et donc il y aura un électron pour chacun des atomes. Mais il s'avère en fait que s'il y a uniquement des atomes métalliques, ici uniquement des atomes de sodium, cet électron de la couche de valence n'est pas fixement lié à cet atome-là. Il va se promener un petit peu librement entre tous les atomes qui constituent le métal. Voilà. Et donc la liaison métallique, ce n'est pas plus compliqué que ça. Ce sont tout simplement les électrons qui feront la valence de cet atome qui vont se promener librement entre tous les atomes du métal. Cette liaison métallique permet d'expliquer un phénomène qui va nous intéresser tout particulièrement maintenant. C'est celui du point de fusion. Donc on remarque que dans la colonne tout à gauche, donc les métaux alcalins, les points de fusion sont relativement bas comparés à la deuxième colonne. La troisième colonne, les points de fusion sont encore un petit peu plus élevés. La quatrième colonne, ils seront encore un peu plus élevés. Et on voit qu'au bout d'un moment, la tendance va aller à la décroissance. Grâce à la liaison métallique, on peut parfaitement expliquer le fait que les métaux de la deuxième colonne ou que la troisième colonne aient des points de fusion qui sont beaucoup plus élevés que ceux des colonnes d'avant. On voit ici par exemple le lithium qui a un point de fusion de 180 degrés, il est inférieur à celui du beryllium qui a 1287 degrés. Donc nous allons essayer d'expliquer ce phénomène à présent. On va reprendre nos différents atomes. Donc nous avons tout d'abord dans la première colonne le lithium qui a pour configuration électronique K2L1. Juste à côté, nous avons l'atome de beryllium qui a pour configuration K2L2. En dessous du lithium, l'atome qui s'y trouve, ça sera le sodium, symbole Na, et de configuration K2L8M1. Et juste à côté, nous avons le magnésium de configuration K2L8M2. En dessous, le potassium de configuration K2L8M8N1 qui est suivi juste après par le calcium, configuration K2L8M8N2. Et maintenant, nous allons voir quels sont les différents points de fusion. Donc, la température de fusion, je vais l'écrire en degrés centigrades, en rouge. Donc, pour le lithium, nous avons un point de fusion de 180 degrés, alors que pour le beryllium, il est de 1287 degrés. Sodium, nous aurons 98 et le magnésium, ce sera plus élevé de 650. Potassium, nous avons 64 degrés et pour le calcium, nous avons 842 degrés.
pour le point de fusion. Ce qui est remarquable ici, c'est qu'on remarque qu'il y a ici un électron sur la dernière couche et le point de fusion est inférieur à celui du beryllium qui lui possède 2 électrons sur sa dernière couche. Nous remarquons qu'il y a exactement le même phénomène pour le sodium. Le point de fusion est inférieur à celui du magnésium qui possède 2 électrons sur sa dernière couche. Et pour le potassium, on se rend compte que c'est encore une fois le même phénomène. Un électron sur la dernière couche et 2 électrons sur la dernière couche. Et effectivement, ce n'est pas un hasard. Le nombre d'électrons qui se trouvent sur la dernière couche pour un métal va en fait diriger quel est le point de fusion de ce métal. Donc on va comparer le calcium avec le potassium. Donc dans le cas du potassium ici, nous allons nous occuper uniquement des atomes de potassium et des électrons qui vont tourner sur la dernière couche. Donc nous savons qu'ici nous avons un électron sur la dernière couche qui va se promener un petit peu partout entre les différents atomes de potassium. Voilà. Et maintenant on va considérer le cas du calcium. Donc je vais représenter les atomes cette fois-ci en bleu. Et on va en faire exactement le même nombre que pour le potassium. Seulement maintenant ce qu'on remarque, c'est qu'il y a 2 électrons ici sur la dernière couche. Donc pour ce premier atome, il y aura 2 électrons qui vont se promener un petit peu partout. Pour celui-ci, nous aurons aussi 2 électrons. Et ce sera le cas pour chaque atome. Donc les électrons sont chargés négativement et le reste de l'atome, si on ne considère pas cet électron-là qui va se promener partout, il sera chargé, dans le cas du potassium, positivement. C'est un petit peu comme si on avait ici un atome de potassium avec un électron négatif qui va se promener un petit peu partout. Dans le cas du potassium, il y a donc une charge positive qui va être attirée par une charge négative de l'électron qui se promène un petit peu partout. Dans le cas du calcium, nous avons ici une charge doublement positive. Ce serait Ca2+, qui serait accompagné ici de 2 électrons négatifs qui vont se promener un petit peu partout dans la structure métallique. Donc on peut faire une certaine approximation en disant que dans le cas du calcium, ici, il y a 2 fois plus d'attraction entre les ions du calcium et les électrons qui se promènent que pour le potassium, qui n'a lui qu'un seul électron qui se promène dans toute la structure. Plus il y aura d'attraction, et plus ce sera difficile de séparer les différents atomes entre eux. Et plus il est difficile de séparer les atomes, plus le point de fusion sera élevé. C'est pour ça que la température de fusion du potassium est inférieure à la température de fusion du calcium, tout simplement parce qu'il y a moins d'interactions électrostatiques dans le cas du potassium.